3 lettres qui font peur. On veut le fuir, bien sûr, le mal. Le mal face au bien, le bien et le mal, éternelle question qui ne finira pas tant que nous serons sur Terre, bien sûr. Et qu'on va aborder avec Denis Lafay. Denis Lafay est journaliste écrivain. Il pose cette question de but en blanc. Est-on seul coupable de ces crimes ? C'est un essai fiction aux éditions de l'Aube et ça nous permet de poser cette question du mal. Alors pas forcément sous l'angle de la théologie, c'est ce qu'on va voir avec Denis Lafay, mais sous un angle d'abord qui est le sien, et puis qui mérite ensuite d'être dit, parce que cette question, c'est en tout cas la réflexion que j'avais eue au départ, n'est pas tant posée que ça dans la société actuelle. On s'interroge beaucoup sur les dérives de telle ou telle pratique, etc., mais on pose rarement la question finalement du bien et du mal, et peut-être ne l'enseigne-t-on pas du tout. Ça, c'est une autre question qui relève peut-être des politiques de l'enseignement. Bonjour Denis Lafay. Bonjour. Pourquoi ce titre mal, comme ça, qui cingle, avec en plus une personne, une marionnette qui tire nos consciences, en fait, qui joue avec nos consciences? J'ai souhaité au départ, comme ça, travailler un texte qui était, donc, au départ, un pur roman, une pure fiction. Et au fil du temps, quand je me suis mis à écrire, quand je me suis mis à dérouler mes doigts sur le clavier, assez vite, j'ai éprouvé l'envie, même le besoin d'inclure des réflexions davantage philosophiques, sociologiques, même historiques, parce que je voyais bien combien naturellement elles s'enchassaient finalement dans mon récit. Et donc c'est comme ça qu'est venue c'est presque au fil du temps que je me suis de plus en plus intéressé au sujet même que je voulais traiter initialement. Et donc j'ai vu combien cette notion du mal était finalement tentaculaire dans notre quotidien, dans nos réflexions, dans nos débats, sans que forcément on retienne le terme lui-même. Donc on en voit toujours les émanations, on en voit toujours le signe, la trace, mais on ne remonte pas la cause. Exactement. On arrive globalement, notamment en Occident, à s'accorder sur ce qui est bien. Globalement, bien sûr, il y a des dissensions, évidemment, mais on a beaucoup plus de mal à s'accorder sur la notion, justement, de mal. C'est beaucoup plus difficile, parce que en fonction des cultures, en fonction des civilisations, en fonction aussi des repères culturels, on peut considérer une chose mal quand d'autres ne la considèrent pas forcément bien, mais en tout cas ne la considèrent pas mal. Par exemple ? Je sais pas moi, aujourd'hui, mais regardez aujourd'hui, on va prendre un exemple très, très, très simple, les références aujourd'hui d'une partie de la population russe sont totalement opposées aux nôtres. Donc la conception du mal aujourd'hui, notamment par les dirigeants de la Russie, et sans doute par une partie de la population, ne correspondent pas du tout à ce que nous considérons comme le mal. Qu'est-ce qu'on appelle, nous, le mal, en fait ? Comment l'identifie-t-on ? Ça dépend de notre regard politique, ça dépend de quoi ? Ça dépend de notre regard politique, ça dépend bien sûr aussi de notre éducation, ça dépend de nos références sociales et culturelles, ça dépend peut-être aussi de notre... Quand je dis notre éducation, ça dépend aussi de notre niveau d'éducation, de connaissance aussi. Ça dépend beaucoup, je pense, de notre capacité à nous confronter individuellement au mal. C'est-à-dire que c'est un effort aussi d'aller se confronter à cette notion-là. La facilité voudrait justement que l'on évite, voilà. Mais il faut accepter d'aller dans le débat intérieur. C'est ça, en fait. Et c'est ce que j'ai souhaité faire à titre très personnel. Et au départ, je n'imaginais absolument pas conclure comme ça par cet essai-fiction qui mêle la fiction et la réflexion. Je pensais absolument pas ça. Vous écrivez, Denis Lafay notamment, la déshumanisation des relations humaines s'accélère, le froid de la technologie l'emporte sur le chaud des rapports sociaux. Il est tellement plus aisé de contrôler la mécanique que l'émotion. Est-ce que c'est ça l'un des visages du mal ? C'est cet empire de la technique qui subrepticement nous fait nous éloigner les uns des autres, fait que le monde est rempli de séparateurs. Lutter individuellement contre le mal, contre ce que chacun d'entre nous désigne comme le mal et détermine comme le mal, impose de lutter contre ce qu'on appelle les pulsions. Et l'une des emprises, l'un des maléfices même de la technique, de l'hypertechnologisation, c'est justement d'enflammer nos pulsions et d'instrumentaliser les émotions, de les porter très loin, justement, au fond de nous-mêmes et collectivement. À ce moment-là, comment débattre avec l'autre et donc comment débattre avec soi-même ? Et d'où, justement, quand j'évoque cette déshumanisation des relations humaines, c'est malheureusement, je crois, assez flagrant, à la fois dans notre quotidien, mais le quotidien au travail,
quotidien dans la société, cette incapacité aujourd'hui, franchement, qui est flagrante, de pouvoir dialoguer sereinement, de respecter l'autre dans la différence de ses idées. Ce qu'Étienne Klein, le philosophe des sciences, appelle, c'est justement l'enjeu de la nuance. Où est la nuance aujourd'hui? C'est quand même extrêmement difficile. Et pourquoi recule-t-elle précisément alors que nos sociétés devraient être des exemples planétaires? Elle devrait l'être, mais je crois que justement cette emprise de la technique, comme je l'évoque, et cette incapacité que nous avons de la contrôler individuellement aussi, la manière dont elle peut être vraiment traitée, manipulée, façonnée, à notre, non pas dans notre intérêt, bien sûr, mais pour être déversée comme ça, justement, dans une arène. Et c'est ça qui est très compliqué, justement. Est-ce que le mal est nécessairement rattaché, Denis Lafay, à un être métaphysique, à une personne qui nous influence? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je parle en fait, de ce livre, mais en parallèle, deux récits, et le récit notamment du mal, un mal incréé, c'est-à-dire un mal qui existe sans que nous puissions le voir. Et c'est ce mal-là, finalement, et c'est ce parallèle entre le mal qu'on appelle endogène, le mal que l'on porte par ses gènes, que l'on porte, voilà, on pourrait... Le péché originel. Voilà, et par un raccourci, on pourrait dire le mal inné, et puis le mal acquis. Et ce mal acquis, c'est cet ensemble de mots, des mots MAUX, bien sûr, et d'épreuves qui nous submergent, et finalement qui vont nourrir notre capacité à mettre en œuvre le mal, à appliquer le mal autour de nous, au fond de nous et autour de nous. C'est ça que j'ai voulu mettre justement en parallèle, et en prenant pour référence ce qu'est aujourd'hui le libéralisme, ce qu'est la marchandisation, ce qu'est l'hypertechnologisation, voilà, qui nous enferme, on le sait tous, qui nous enferme. Et donc à ce moment-là, on reste seul, chacun d'entre nous reste seul avec son propre mal. Et c'est précisément ça qu'il faut éviter. La radio, ça sert aussi à ça, à relier les gens, en fait, notamment pour qu'on ne se retrouve pas seul face à soi-même. C'est cette solitude dont on sait qu'elle est immense aujourd'hui, qui provoque un malaise, mal. Tout à fait. Ça se tient. Ah oui, ça se tient. Et puis là, alors, il y a solitude et solitude, on le sait tous. Il y a cette solitude dont chacun d'entre nous a besoin. Cette solitude qu'on va cultiver, cette solitude qui nous protège, cette solitude qui nous ressource, qui nous répare aussi. Et puis il y a malheureusement les autres formes de solitude, celles que l'on subit et celles qui peuvent aussi d'ailleurs nous exposer à mettre en œuvre le mal, à appliquer le mal. Et le personnage central du livre, Alexandre, finalement, à un moment, se retrouve extrêmement seul. Et vous avez tout à fait raison de souligner que la solitude est un vecteur d'expression du mal. Le procès d'Alexandre se tient dans quelques jours à la cour d'assises de Paris, seulement 7 mois après l'homicide. Alors, on est dans un prétoire. Absolument. Ça se termine toujours en justice. Vous avez écrit un livre avec Éric Dupond-Moretti là-dessus. La justice semble... Alors, je ne sais pas si c'est son objet, sa vocation, mais on attendrait d'elle peut-être qu'elle apporte quelque chose du point de vue de la réflexion sur le mal. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Non, je ne crois pas. Je crois que la justice, elle a pour devoir de traiter les faits. Aborder le terrain de la morale, c'est dangereux. C'est un sujet. Alors, il faudrait des heures, bien sûr, pour en discuter, surtout avec des philosophes, notamment spécialistes de la justice, et pas seulement du droit, mais de la justice, parce que la justice et le droit, ce n'est pas la même chose. Donc voilà, je pense qu'il faut être très prudent par rapport à ça. Il faut s'arrêter sur les faits. Et dans à un moment, il y a une plaidoirie, bien sûr, de l'avocat qui défend Alexandre. Et finalement, il va poser ce thème qui est central, qui est de savoir si nous sommes seuls responsables des maux que nous commettons. Et ça, c'est important, puisque je ne veux pas justement déflorer l'issue de la plaidoirie. Non, mais il y a une vraie question. Mais une vraie question. Une vraie question, et qui est différente de déclarer quelqu'un irresponsable. L'enjeu, c'est de savoir s'il est seul responsable du mal qu'il commet, qu'il perpètre. Et ça veut dire, sur cette solitude face à la responsabilité, ou plutôt, ça veut dire que les influences, en fait, qui nous invitent à agir, ont une part de responsabilité dans nos comportements. Ah oui, absolument. Ça, ça paraît être une évidence. L'Église, ou du moins dans les milieux chrétiens, je ne sais pas jusqu'où cette expression est admise, parle, par exemple, de structures de péché. Les structures de péché, c'est quelque chose qui est cristallisé dans la société, qui est mauvais en soi et qui incite à agir dans un sens qui est néfaste. Par exemple, on pourrait dire que l'accès libre à la pornographie est une forme de structure de péché qui est autorisée par la technique, par exemple, et qui permet donc de démultiplier une action mauvaise.
c'est ça le soutien que la technique apporte à une mauvaise influence. Notamment, absolument. Notamment. Mais ce que la technique aussi peut avoir de néfaste, ce n'est pas que négatif. C'est que les responsabilités sont en cascade, en fait. Exactement. Et elles s'articulent, elles s'enchassent les unes les autres, elles s'enchevêtrent. Et c'est cette démultiplication, justement, des mots qui, à un moment, peut conduire quelqu'un à perpétrer le mal. Et ça, et bien sûr, le contexte politique est aussi essentiel. On ne peut pas le décorréler. Ce qu'est le capitalisme, avec toutes ses vertus, mais aussi avec tous ses vices, notamment de développer une relation au pouvoir, à l'exercice du pouvoir, à la domination, à la soumission de l'autre, à l'asservissement, à la compétition. Voilà un ensemble de mots qui, à un moment, peuvent inonder une personne. Et qui donc l'influence dans un sens qui est mauvais, elle n'aura pas suffisamment d'armes et de ressources en elle pour s'y opposer. Tout à fait. C'est le déséquilibre entre l'influence du système et ses propres ressources, sa propre capacité à y résister. C'est tout à fait exact. Et derrière ça, il y a un mot qui est clé, qui est le mot que sur Radio Notre-Dame, je l'imagine, vous savez particulièrement traiter, qui est le mot espérance. Et en fait, comment espérer quand l'horizon est à ce point-là sombre, court-termiste, immédiat, sans perspective, sans culture éthique aussi. Moi, la notion d'éthique est centrale finalement dans le livre. J'ai eu la chance, il y a quelques années, de faire un livre à 4 mains avec le professeur Axel Kahn sur ce thème-là, sur ce thème de l'éthique. Et ça m'a éveillé, ça m'a obligé à aller très loin dans les réflexions sur l'éthique. Et finalement, ce mot-là est au cœur justement du livre, de notre rapport à la responsabilité. Quelle est la définition de l'éthique, justement? Parce qu'il y a une question éthique qui se pose aujourd'hui sur la fin de vie, par exemple. Oui. On sait que... Alors là, il y a plusieurs conceptions. Il y a ceux qui vont dire c'est un visage du mal, le fait que des pulsions de mort peuvent être hébergées par le droit et que si la société, en fait, ne protège pas les personnes qui veulent se suicider, d'une certaine façon, eh bien, il y a un dérapage éthique. Et puis d'autres qui vont dire, au contraire... c'est une manière digne d'accueillir la fin de la vie et de répondre à un besoin essentiel des démocraties, de satisfaire les individus, etc. Il y a toujours une ambivalence dans l'éthique. Complètement. L'éthique, d'abord, c'est un cheminement individuel. Ce n'est pas la morale, l'éthique, mais évidemment. C'est un cheminement individuel et c'est finalement à chacun d'entre nous de déterminer les rails à l'intérieur desquels il va cheminer au fond de sa conscience. En fait, c'est ça. Et donc, il n'y a pas de leçon à donner. Il n'y a pas de leçon d'éthique. Mais vous ne tirez pas de vertu générale. Non. Et dans ce cas, comment unifiez-vous la société autour de repères communs ? C'est toute la magie, entre guillemets, du roman et de la fiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous parle sans être certain de savoir quelle part de moi-même se retrouve dans le livre. Expliquez-vous. C'est-à-dire que quand j'écris des essais, j'écris ce que je suis. Quand je me mets à écrire un roman, j'ai cette impression permanente et quelque part assez jouissive qu'une partie de moi-même s'échappe. Et je me laisse conduire. Et j'espère que c'est le cas. Parce que si je pense l'intégralité de ce que j'ai écrit dans Mal, j'ai vraiment des questions à me poser. Alors ça voudrait dire qu'en soi, on est quelqu'un d'autre quand on écrit, ou on laisse... Je dirais pas quelqu'un d'autre, je dirais simplement la mécanique d'écriture. Il y a plusieurs personnes en nous. Voilà, ouvre des portes en fait dans ma tête, dans mon cerveau, auxquelles ma conscience habituellement n'a pas du tout accès. Et là, d'un coup, comme par magie, je déroule. Et parfois, je me suis effrayé moi-même, en fait, dans cette écriture. Mais vous êtes possédé, Denis Lafay. Non, c'est pas ça. Mais c'est simplement un moment quand, justement, quand on questionne la notion du mal, oui, et qu'on voit combien ce mal est... Enfin, à mes yeux, je dis bien à mes yeux, je ramène toujours ça à l'éthique personnelle. Quand je vois combien ce mal est omniprésent dans mon quotidien, pas quotidien personnel, mais l'actualité... Et comme je suis journaliste, forcément, je suis en permanence en prise intellectuellement et moralement d'ailleurs avec l'actualité. Et donc voilà, je me retrouve moi-même submergé. Et c'est ce qu'on retrouve quelque part dans l'écriture de Si Mal. Vous dites, Denis Lafay, que chacun doit définir ce qu'il considère comme bien ou mal, hein, s'il doit être dans ses propres rails, indépendamment de ce que l'autre pense, cette vision quand même très individualiste peut être... éminemment contestable, parce que justement, si on ne s'entend pas sur ce qu'est le mal, on ne peut plus juger de rien.
Non, enfin, je pense qu'il y a quand même Tout est relatif. Bien sûr, tout n'est pas relatif. Évidemment, quand je disais tout à l'heure que on s'accorde relativement bien sur ce qui est bien, et on a plus encore de faudrait-il en être difficultés. sûr. Voilà, mais on peut en tout cas s'accorder sur certaines bases communes. C'est plus difficile, je pense, sur le mal. Ça n'exclut pas la possibilité de s'accorder quand même sur ce qui est mal à nos yeux. Mais là où je suis allé, je pense très loin dans la réflexion, lors de la rédaction de Mal, c'est que justement, et sans raconter justement l'histoire qui arrive à la fin de l'histoire d'Alexandre, c'est quand même de poser la limite du mal. Quelle est la limite du mal? Et là, objectivement, moi, je n'ai pas de réponse. Et je n'ai pas du tout la prétention de la porter, justement. C'est, je pense, un livre de débat public, mais c'est avant tout peut-être un livre de débat intérieur. Et en fait, j'espère, et c'est ce que les lecteurs me remontent aujourd'hui, j'espère que ça permet justement d'aller très loin dans cette investigation du mal. Vous organisez, je crois, à Lyon, c'est ça, des sessions de réflexion? Absolument, un grand événement annuel de chaque année au mois d'octobre, c'est la 10e édition cette année, qui s'appelle Une époque formidable. Et là, 2 jours de grands débats de société, toute la journée dans un théâtre des Célestins qui est complet, et des débats qui vont porter sur le mal, par exemple, sur le passé, sur la technologie, sur beaucoup de sujets que je choisis en prise, bien sûr, avec l'actualité, mais des débats où on est 2 sur scène, voire 3 au grand maximum, pendant 1 heure pleine pour chaque débat. Donc on donne vraiment la possibilité d'aller très loin, justement dans la rencontre aussi autour des sujets et avec le public. C'est important parce que il y a là aussi un fil conducteur dans cette journée, dans ces 2 jours cette année, comme finalement aussi on le retrouve dans Mal, c'est quand même une question centrale sur la démocratie. Et c'est ce qui fait un petit peu justement l'articulation de l'événement Une époque formidable. Quel rôle attendez-vous de la part des institutions comme l'Église catholique? Est-ce qu'elle a une parole? Alors, je suis agnostique. J'ai une considération immense pour les religions, et notamment pour l'Église catholique. J'ai investigué, moi, sur ces sujets-là, d'ailleurs, il y a quelques années, dans le cadre d'enquêtes. Je pense qu'aujourd'hui, une église, l'Église catholique, elle a nécessairement une parole, et c'est une parole qui doit être celle du pont, la parole de la passerelle, la parole de l'ouverture à l'autre, la parole aussi, et on l'a vu avec le rapport Sauvé et avec tout ce qui s'est bien sûr déroulé depuis, une parole aussi d'exigence, pour le coup, et de lutte contre le mal. Là, on peut peut-être s'accorder quand même sur un mal universel. Alors justement, là, cette question que vous abordez, celle des abus, etc., a évidemment pénalisé la parole de l'Église catholique, a rendu difficile sa prise de parole dans l'espace public. Oui. Ça, c'est une forme d'un mal indélébile, un peu qui vient entacher toute forme de présence publique. C'est-à-dire que d'abord, on doit toujours réparer, je pense, le mal que l'on commet. Et peut-être que l'Église avait besoin de réparer le mal, non pas qu'elle-même avait commis, mais que des membres de l'Église avaient commis. C'est toujours très important, je pense, de désindexer l'institution des membres qui la composent. C'est quand même très important. Et le danger, et finalement on l'évoque aussi, je l'évoque aussi dans Mal, le danger c'est l'amalgame. Et c'est ce qu'on peut reprocher aujourd'hui aussi à l'anathème qui a été versé sur l'Église. Je pense qu'il faut être beaucoup plus rigoureux dans l'approche justement de la parole de l'Église. Et il est évident qu'elle a toute sa place. Il suffit d'écouter des membres de l'Église pour comprendre combien leur parole est essentielle pour nous aider à lutter contre le mal. Mais dans notre société très, très cloisonnée, entre religion et espace public, même si évidemment elles appartiennent à l'espace public, mais pas forcément en tant qu'interlocuteur reconnu et désiré. C'est vrai. Après, c'est ça qui est compliqué. C'est vrai, absolument. Donc comment s'y retrouver? Est-ce qu'aujourd'hui les Français, les esprits qui cherchent aujourd'hui ne sont pas en but à un clivage entre religion et non-religion? Et on dit ce qui relève de la religion n'est pas légitime, et ce qui relève de la non-religion relève de l'intelligence, du progrès, etc. Vous voyez, il y a un peu ce clivage-là. Peut-être. En tous les cas, moi, je ne l'ai pas. Alors, objectivement, je ne l'ai pas du tout abordé. C'est une question que je ne me suis jamais posée. Mais peut-être qu'effectivement, il y a cette porosité, cet amalgame, ou au contraire, cette segmentation, justement, qui peut ne pas être utile, justement, pour le débat. Donc, l'idée d'être un pont, c'est important. C'est essentiel.
recréer des ponts. Recréer des ponts, c'est fondamental. Et parce qu'aujourd'hui, justement, non seulement des ponts ont disparu, mais on attend la construction de nouveaux ponts, de nouvelles passerelles qu'on ne voit pas venir. Et la fracturation de la société, cette composition de la société en silos, et à mes yeux, c'est absolument effrayant. Le grand paradoxe quand même, vous qui êtes journaliste, Denis Lafay, c'est que les médias, je ne sais pas quelle est leur part de responsabilité, mais dans ce cloisonnement, on parle beaucoup du pluralisme dans les médias aujourd'hui, avec la polémique entre CNews et le Conseil d'État, par exemple. On se dit, il y a de moins en moins de pluralisme, alors qu'il y a de plus en plus de médias. C'est quand même paradoxal. C'est pas si paradoxal que ça, c'est-à-dire qu'on sait que la multiplication de l'offre ne signifie pas la qualité de l'offre. Ça, c'est une première chose. Secondo, il faut, à un moment, on voit bien que, et pour le coup, toute la stratégie des réseaux sociaux aussi a contribué, la multiplication, justement, de tout ça, provoque ce que j'appelle du bruit. Et le bruit ne permet plus le dialogue, ne permet pas le pluralisme. Et quand vous avez aussi, à ce moment-là, des enjeux économiques clés qui font, par exemple, la démonstration que plus vous vous enfermez dans un silo idéologique, vous parlez de CNews, plus l'audience progresse, vous n'êtes qu'encouragé justement à continuer dans cette voie-là. Et ça, c'est la mécanique. Les médias de demain vont de plus en plus vers le fonctionnement en silo. Exactement. Ça, c'est malheureusement une démonstration et un sujet que je traite. C'est-à-dire dresser les gens les uns contre les autres. Bah oui, parce que c'est ce qui fait vendre. Comment éviter ça ? Je suis bien incapable de vous répondre. Il y a une évolution. Je crois, vous savez, je crois beaucoup, moi, à la politique, la stratégie, pas la politique, pardonnez-moi, à la politique du colibri, hein, celui qui fait sa part, ce qu'expliquait très bien Pierre Rabhi. Et je crois beaucoup aux petites actions que nous faisons, que nous pouvons faire chacun d'entre nous, autour de nous, pour justement revitaliser la solidarité, la fraternité, l'écoute, la considération de l'autre. Je crois beaucoup à ça. Et peut-être que par capillarité, à un moment, on peut toujours rêver, on peut imaginer à ce moment-là. Merci beaucoup. Denis Lafay, notre invité ce matin, invité de la rédaction. Est-on seul coupable de ces crimes ? Une interrogation qu'il pose autour de Malle. C'est aux éditions de l'Aube. Vous êtes journaliste, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, d'essais, de romans, de monographies. Et vous étiez notre invité ce matin. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.